Le verre vola en éclats contre la porte en chêne, et le bruit résonna comme un coup de feu dans les couloirs silencieux du domaine Hawthorne. Dans cette pièce gisait le commandant Elas Maddock, un homme autrefois vénéré comme le plus redoutable membre des Navy SEALs, désormais réduit à un fantôme hantant sa propre vie. L'armée avait enterré son dossier. Les médecins avaient enterré son esprit. Toutes les infirmières envoyées pour s'occuper de lui avaient pris la fuite dans les 48 heures, brisées par sa rage et les démons qui le hantaient. Mais lorsque Sarah Bennett entra dans le couloir, enjambant les débris d'un vase brisé, elle ne broncha pas. Elle n'était pas là pour lui tenir la main. Elle était là pour découvrir pourquoi un héros était réduit au silence. Et elle ne se doutait pas que pour lui sauver la vie, elle allait devoir risquer la sienne. La pluie à Seattle ne nettoyait pas les choses. Elle rendait simplement la saleté plus glissante. Sarah Bennett regardait les essuie-glaces de sa Honda Civic mener un combat perdu d'avance contre l'averse, alors qu'elle s'arrêtait devant les grilles en fer du domaine Hawthorne. C'était une forteresse de pierre et de lierre, se dressant contre le ciel gris comme un morceau de bravoure pour les vivants. Elle vérifia son reflet dans le rétroviseur. Des cernes sous les yeux qui avaient vu trop de traumatisme, les cheveux tirés en arrière en un chignon utilitaire, et une cicatrice le long de la mâchoire, souvenir d'un patient en descente de PCP dans les urgences du comté. Elle ne ressemblait pas aux anges de miséricorde que l'agence envoyait habituellement chez ses clients privés prestigieux. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait survécu. Destination atteinte. Son GPS émit un bip. Sarah prit une profonde inspiration. Elle avait besoin de ce contrat. La rémunération était 3 fois supérieure au tarif standard des infirmières privées. C'était suffisant pour enfin rembourser le prêt abusif que son défunt père avait laissé derrière lui. Assez pour empêcher la banque de saisir la maison de son enfance. Le portail s'ouvrit avant qu'elle n'ait eu le temps d'appuyer sur l'interphone. Des agences de sécurité privées, des hommes en costume sombre, équipés d'oreillettes et affichant la posture rigide caractéristique des anciens militaires, la regardèrent en remonter l'allée sinueuse en gravier. Lorsqu'elle se gara, la porte d'entrée était déjà ouverte. Une jeune femme en blouse de chirurgien sortit en courant, serrant un sac de créateur contre sa poitrine. Elle sanglotait, le mascara coulant sur ses joues. « Je ne peux pas le faire !» cria la jeune fille, trébuchant presque sur Sarah, alors qu'elle sprintait vers un Uber qui l'attendait. « C'est une brute. Ce n'est pas un homme. C'est un monstre. » Sarah regarda la voiture s'éloigner, projetant des graviers sur ses tibias. Elle serra son sac de voyage et monta les marches. Le docteur Leonard Harris l'attendait dans le hall d'entrée. C'était un homme de petite taille, vêtu d'un costume impeccable, avec une barbe parfaitement taillée et des yeux qui bougeaient trop vite, évaluant tout sans rien retenir. « Mademoiselle Bennett, dit Iris en lui tendant une main froide et moite, je vois que le comité d'accueil ne vous a pas découragé. J'ai travaillé dans le service de traumatologie de l'hôpital général de Chicago. Dr. Harris, dit Sarah d'une voix neutre. Neutre, j'ai eu des patients qui ont essayé de me poignarder avec des brosses à dents. Une infirmière en larmes ne va pas me faire fuir. Ars esquissa un sourire crispé et condescendant. Le commandant Maddock est unique. C'est un héros décoré, un chef d'équipe d'élite. Mais l'embuscade à Kandahar qui a coûté la vie à son équipe lui a laissé 60% de brûlures sur le côté gauche. Des éclats d'obus incrustés près de la moelle épinière et un traumatisme crânien qui se manifeste par une agressivité sévère. J'ai lu le dossier, dit Sarah. Vraiment? Iris baissa la voix et s'approcha. Le dossier indique qu'il souffre de stress post-traumatique. En réalité, Elias Maddock est instable. Il refuse la kinésithérapie. Il refuse l'aide à l'hygiène. Il jette des objets. Il crie. Nous lui administrons un traitement lourd à base d'hydromémorphone et de dacipam pour le rendre plus maniable. Votre travail n'est pas de le soigner, mademoiselle Bennett. Votre travail est de vous assurer qu'il ne meurt pas sous ma surveillance tout en faisant le moins de bruit possible. La famille paye pour la discrétion. La famille, son oncle, le sénateur William Hearst. Il veut que le commandant soit à l'aise. L'alarme interne de Sarah s'est déclenchée. Le sénateur Hearst était un faucon de la défense, un homme constamment présent dans les médias pour parler de l'augmentation des budgets militaires. Il semblait étrange qu'il cache son neveu, héros de guerre, dans un manoir lugubre du nord-ouest du Pacifique plutôt qu'à Walter Reed.
Je comprends le protocole, maintit Sarah. Bien. Iris lui tendit une carte clé. Il est dans l'aile ouest, au dernier étage. Vous êtes la 4e infirmière ce mois-ci. Essayez de tenir jusqu'au week-end. Sarah prit de la carte. Le plastique semblait lourd. Alors qu'elle montait le grand escalier, l'air devint plus frais. L'aile ouest était silencieuse, les fenêtres recouvertes de lourds rideaux occultants. Ça sentait l'antiseptique, la vieille poussière et quelque chose de métallique. Elle atteignit les doubles portes au bout du couloir. Chambre 4B. Elle ne frappa pas. Frapper aurait donné au patient le temps de préparer une arme. Elle massa la carte et poussa la porte. La pièce était caverneuse, éclairée uniquement par la lumière grise qui filtrait à travers les bords des rideaux. Au centre de la pièce, assise dans un fauteuil roulant renforcé high-tech face à la fenêtre, se trouvait une silhouette. « Sortez !» grogna une voix. Elle ressemblait à du gravier broyé dans un mixeur, grave, rauque et vibrante de menace. Sarah ne recula pas. Elle entra et laissa la porte se refermer derrière elle. Elle laissa tomber son sac de voyage sur le sol avec un bruit sourd. « Je ne suis pas la femme de ménage, commandant, » dit-elle d'une voix claire. « Et je ne suis pas la fille qui vient de s'enfuir d'ici. Je m'appelle Sarah. Il est 14 heures. C'est l'heure de prendre vos constantes. » La silhouette dans le fauteuil se raidit lentement. Le fauteuil pivota. Pendant une seconde, le cœur de Sarah s'arrêta de battre. Elias Maddock était un paysage de dévastation. Le côté gauche de son visage était une carte de peau greffée, résultat d'un incendie qui avait tenté de le consumer. Un cache-œil recouvrait son œil gauche, mais son œil droit, d'un bleu glacial perçant, brûlait d'une intelligence lucide et terrifiante. Il était immense, même assis, les épaules larges et tendues. Sa main droite agrippait l'accoudoir si fort que le cuir craquait. Je lui ai dit, Maddock a murmuré, « Sortez. » Et j'ai dit, « C'est l'heure de prendre ses constantes. » Sarah s'est approchée de lui, sortant son stéthoscope de sa poche. La main de Maddox a bougé avec une rapidité qui défiait son état. Il a attrapé un lourd verre à pied en cristal sur la table d'appoint et l'a lancé. Ce n'était pas un lancer d'avertissement. Il visait sa tête. Sarah n'a pas bronché. Elle s'y attendait. Elle s'est agenouillée, laissant le verre lourd passer au-dessus de son épaule et se briser contre le cadre de la porte derrière elle. Des éclats de cristal ont plu sur le tapis. Elle est restée à genoux un instant, puis s'est relevée, enlevant un morceau de verre de sa blouse. Elle l'a regardé droit dans les yeux. « C'était du cristal de Waterford », a-t-elle dit calmement. « Kitsch, mes chers, vous voulez jeter la lampe ensuite ou pouvons-nous prendre votre tension? » Maddox la fixa du regard. La rage dans ses yeux ne disparut pas, mais elle vacilla, remplacée par une confusion momentanée. Personne n'avait jamais esquivé. Personne n'était jamais resté. « Qui diable êtes-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. « Je suis l'infirmière qui a besoin de ce salaire » répondit Sarah en s'approchant de lui. « Vous pouvez donc me tuer, mais les formalités administratives seront un cauchemar pour votre oncle. Tendez le bras. » Les 3 premiers jours furent un véritable calvaire. Elias Maddock l'a mis à l'épreuve d'une manière qui aurait brisé un clinicien moins expérimenté. Il refusait de manger. Il refusait de parler lorsqu'elle essayait de changer les pansements sur ses greffes de peau brûlée, un processus douloureux et délicat. Il se débattait et jurait, utilisant son immense force pour essayer de la repousser. Mais Sarah avait déjà eu affaire à des toxicomanes et à des membres de gang aux urgences. Elle connaissait les mécanismes de levier. Lorsqu'il essayait de la repousser, elle utilisait son élan pour immobiliser son bras contre la chaise, le maintenant jusqu'à ce qu'il cesse de se débattre. « Tu te fais du mal, Elias, » lui dit-elle le 2e soir, la sueur coulant dans son dos alors qu'il luttait pour changer un pansement. « Si ça s'infecte, tu vas faire une septicémie. Si tu fais une septicémie, ils t'enverront à l'hôpital. Tu veux être exhibé devant la presse en blouse d'hôpital? » Il cessa de se débattre. Sa poitrine se soulevait. « Ne m'appelez pas IAS. Alors arrêtez de vous comporter comme un enfant, commandant. » Elle termina de changer le pansement en silence. Sa peau était brûlante au toucher. Les greffons étaient irrités et rouges. Pendant qu'elle travaillait, elle remarqua quelque chose qui la dérangeait. Le programme de traitement mis en place par le Dr Harris était agressif. Trop agressif. Toutes les 4 heures, une perfusion intraveineuse était administrée par une pompe automatisée verrouillée par un code biométrique.
Seul Harris et le chef de la sécurité le possédaient. L'étiquette indiquait composé anesthésique antibiotique à large spectre. Mais Sarah connaissait l'odeur des antibiotiques. Elle connaissait leur viscosité. Le liquide clair dans la poche ne semblait pas normal. Et chaque fois que la machine se mettait en marche, pompant le liquide dans les veines de Maddox, ses yeux se voilaient. Le bleu vif et intelligent devenait trouble. Il articulait mal ses mots. Sa coordination disparaissait. Le 4e matin, Sarah était dans la cuisine en train de préparer un shake protéiné. La gouvernante, Mme Higgins, une gentille femme âgée qui semblait terrifiée par sa propre ombre, était en train de polir l'argenterie. « Mme Higgins ?» demanda Sarah en s'appuyant contre le comptoir. « Depuis combien de temps le Dr Harris est-il le médecin traitant du commandant? » Mme Higgins regarda autour d'elle avec nervosité. Depuis son retour d'Afghanistan, le sénateur Hearst a insisté pour qu'il bénéficie des meilleurs soins privés. Le Dr Harris est un spécialiste. Spécialiste en quoi? En gestion de la douleur, je crois. Sarah fronça les sourcils. La gestion de la douleur impliquait généralement des comprimés ou des patchs, une pompe à perfusion continue verrouillée pour un patient médicalement stable. Mis à part les brûlures, c'était excessif. C'était une contrainte chimique. Plus tard dans l'après-midi, Sarah entra dans la pièce et trouva Maddox affalé dans son fauteuil. La pompe venait de terminer un cycle. Il bavait légèrement, la tête penchée sur le côté. « Commandant » murmura Sarah. L'oiseau marmonna-t-il d'une voix épaisse et pâteuse. L'oiseau est tombé. Le brouilleur n'a pas fonctionné. Sarah vérifia ses pupilles. Elles étaient contractées. Overdose de narcotiques? Non. Son rythme cardiaque était rapide. C'était un cocktail dissociatif. Elle s'assit sur le pouf devant lui. « Elias, regarde-moi. » Il gémit, son œil valide roulant frénétiquement. Il savait. Harry savait. Qui savait? Les coordonnées. Ils les ont changées. Il lui saisit le poignet, ses doigts s'enfonçant dans sa peau avec une force brutale. « Ne le laisse pas faire. Donne-moi le jus, Sarah. Ne le laisse pas faire. » C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. « Le jus? » Elle regarda la poche de perfusion. « Ça fait venir le brouillard, » allaita-t-il, luttant en vain contre des drogues qui coulaient dans ses veines. « Je n'arrive pas à réfléchir. Je dois me souvenir. » Sarah prit une décision. Elle n'était plus seulement une infirmière. Elle enquêtait sur une scène de crime. « Je ne le laisserai pas faire, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » Cette nuit-là, la tempête qui menaçait la côte finit par éclater. Le tonnerre fit vibrer les vitres du manoir. Le courant vacilla. Sarah attendit jusqu'à 3 heures du matin. La maison était silencieuse. Le gardien posté dans le couloir, un colosse nommé Consinkide, somnolait dans son fauteuil, un magazine sur le visage. Elle se glissa dans la chambre de Maddox. Il dormait ou était évanoui dans son lit médicalisé. La pompe à perfusion bourdonnait, se préparant pour la dose de 4 heures. Sarah sortit une seringue et un flacon stérile de sa poche. Elle les avait volés plus tôt dans le placard à fourniture. D'une main ferme, elle déconnecta le tube du port de Maddox, juste le temps de prélever 5 centilitres de liquide. Elle le versa dans le flacon, le boucha et le cacha dans son soutien-gorge. Puis elle fit quelque chose de dangereux. Elle pinça la ligne. Elle ne pouvait pas arrêter complètement le débit, sinon la machine aurait déclenché l'alarme. Mais elle régla la molette de régulation du débit sur le tube lui-même. Une commande manuelle prévue pour les urgences qui réduisait le débit à 1 filet. Il ne recevrait pas la dose complète cette nuit-là. Elle s'assit dans le fauteuil dans le coin et l'observa, attendant. À 6 heures, la tempête faisait rage dehors. La pluie fouettait les vitres. Sarah s'était assoupie. Elle se réveilla en entendant un bruit. Ce n'était pas un gémissement. C'était le bruit d'un homme faisant des tractions. Elle cligna des yeux et se frotta les paupières. Elias Maddox était sorti du lit. Il était allongé sur le sol et utilisait le bord du lourd bureau en chaîne pour se hisser, faisant des pompes modifiées. Il transpirait abondamment. Ses muscles tremblaient, mais ses mouvements étaient fluides et précis. Il s'arrêta lorsqu'il vit qu'elle était réveillée. Il se retourna. Le brouillard avait disparu de son regard. Il était clair, froid et prédateur. « Vous avez touché à la machine, dit-il. Ce n'était pas une question. Sa voix n'était plus indistincte. C'était une arme. Sarah se leva lentement. Je l'ai réglé à nouveau. Pourquoi? Parce que vous ne souffrez pas, commandant. Vous êtes sous sédatif et je veux savoir pourquoi.
Maddox la fixa longuement en silence. Puis il tendit la main sous le matelas du lit et en sortit un petit morceau de métal dentelé, un éclat du vase qu'il avait cassé le jour de son arrivée. Il l'avait gardé. « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous venez de vous embarquer, Sarah, dit-il à voix basse. Mais si vous voulez vivre, vous devez faire vos valises et partir maintenant. Je ne partirai pas, dit-elle. Ils vous tueront. Qui? Les gens qui peinent votre salaire. La tension dans la pièce changea instantanément. Ce n'était plus un patient et une infirmière. C'était un soldat et un civil dans une zone de combat. Tu dois m'expliquer, dit Sarah en croisant les bras. Je viens de risquer ma licence et ma sécurité pour te vider la tête. Tu me dois bien ça. Maddox se hissa dans le fauteuil roulant en grognant d'effort. Sans les puissants sédatifs, la douleur de ses blessures revenait clairement. Elle pouvait voir les légers tremblements de ses mains. Mais il persévéra. Il se rapprocha d'elle en poussant son fauteuil. « Mon équipe n'a pas simplement été touchée par un RPG chanceux, dit Maddox, baissant la voix jusqu'à murmurer. Nous étions en mission secrète de récupération dans la province de Helmund. Nous avions été envoyés pour récupérer un drone abattu, un prototype. Mais quand nous sommes arrivés, le drone n'était pas américain. C'était une technologie que je n'avais jamais vue auparavant. Et il y avait des caisses estampillées du logo d'Aegis Defense. Sarah fronça les sourcils. Aegis, c'est le sous-traitant pour lequel le sénateur Hearst fait pression. Exactement. Maddox acquiesça d'un air sombre. Nous avons ouvert une caisse. Ce n'étaient pas des fournitures. C'était de l'héroïne. Pure, non coupée, emballée dans des tubes de missiles. Aegis utilisait les voies de transport militaire pour faire passer des stupéfiants. Mon oncle fait partie du conseil d'administration. Sarah sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec les courants d'air de la maison. Tu l'as vu, nous l'avons vu. Et puis l'embuscade a eu lieu. Ce n'étaient pas les talibans, c'étaient des mercenaires. Ils ont décimé mon équipe. J'ai été blessé. Je me suis réveillé en Allemagne 3 semaines plus tard. Quand j'ai essayé de rapporter ce que j'avais vu, le docteur Harris est apparu. Il m'a dit que j'avais des hallucinations, que le traumatisme crânien avait brouillé mes souvenirs. Il m'a mis sous traitement. Sarah a compris. C'est un hallucinogène mélangé à des sédatifs. Il te garde fou pour que personne ne te croie et me garde faible pour que je ne puisse pas partir. Maddox a regardé ses mains. J'ai essayé de reprendre des forces pendant les moments de lucidité, mais ils sont de plus en plus courts, jusqu'à hier soir. Sarah faisait les 100 pas dans la pièce. Il faut te sortir d'ici. Nous devons aller voir la police. Maddox eut un rire sec et amer. La police? Le chef de la police joue au golf avec mon oncle. L'équipe de sécurité en bas. Ce sont des sous-traitants d'Aegis. Nous sommes dans une prison, Sarah. Alors nous appellerons le FBI. Les lignes téléphoniques sont surveillées. Il y a un brouilleur de téléphone portable dans la bibliothèque. Pourquoi pensez-vous que votre réseau mobile est si mauvais ici? Sarah vérifia son téléphone. Pas de réseau. Elle sentit les murs se refermer sur elle. D'accord, dit-elle, l'esprit en ébullition, se rabattant sur sa formation en triage. Évaluer, hiérarchiser, agir. Si nous ne pouvons pas appeler et que nous ne pouvons pas passer les gardes à l'entrée, nous devons envoyer un signal. Non, dit Maddox, je dois aller au coffre-fort. Quel coffre-fort? Le bureau de mon oncle. Dans l'aile est, il garde des moyens de pression sur tout le monde. Si je peux obtenir la preuve du lien avec Aegis, je peux le faire tomber. Mais je ne peux pas y aller. Il y a des caméras, des détecteurs de mouvement, et je peux à peine marcher. Sarah regarda l'homme brisé et couvert de cicatrices devant elle. Tu ne peux pas marcher. Mais moi, je peux. Absolument pas. C'est du suicide. Tu l'as dit toi-même, Elias. Si je reste, je suis morte de toute façon. S'ils découvrent que j'ai trafiqué la perfusion, Harris saura que je suis sur leur piste. Sarah fouilla dans sa poche et en sortit le flacon de liquide. J'ai la preuve de ce qu'ils te font subir. Il nous faut maintenant le mobile. Maddox la regarda avec un mélange d'admiration et de crainte. Tu es folle, je suis infirmière. Elle esquissa un sourire crispé. Nous sommes tous un peu fous. Écoute-moi, ordonna Maddox en lui saisissant la main. Le bureau se trouve au rez-de-chaussée, après la bibliothèque. Le coffre-fort est derrière le portrait de sa femme. Il s'ouvre avec un clavier numérique. Le code est la date de sa première victoire électorale, le 4 novembre 98. Je l'ai, Sarah. Il resserra sa prise.
Si Kincaid ou l'un des gardes te voit, ils n'hésiteront pas. Pour eux, tu n'es pas une infirmière. Tu es un problème à régler. Je ferai attention. Prends ça. Maddock fouilla dans la poche latérale de son fauteuil roulant, un compartiment secret qu'il avait dû aménager. Il en sortit le morceau de verre qu'il avait conservé. Il était enveloppé dans un morceau de drap déchiré pour former un manche, un couteau artisanal. Sarah regarda l'arme rudimentaire, puis les yeux bleus intenses de Maddox. Elle le prit. « Je reviens, dit-elle. » Elle sortit de la pièce. Le couloir était sombre. La tempête dehors était assourdissante, le tonnerre masquant le bruit de ses pas. Elle se dirigea vers l'escalier, le cœur battant contre ses côtes, comme un oiseau pris au piège. Elle descendit les marches en restant dans l'ombre. Elle pouvait entendre la télévision dans la salle de sécurité. Kincaid riait de quelque chose. Elle arriva à l'aile est. L'air y sentait les cigares hors de prix et le polish au citron. Elle trouva les portes du bureau fermées à clé. Elle retira une épingle à cheveux de ses cheveux. Elle n'était pas une voleuse experte, mais elle s'était suffisamment souvent enfermée à l'extérieur de son appartement pour savoir comment manipuler une simple serrure à goupilles à l'ancienne. Cela lui prit 3 minutes interminables. Clic. Elle se glissa à l'intérieur et ferma la porte. Elle utilisa l'écran de son téléphone pour s'éclairer. Il était là, le portrait de la femme à l'air renfrogné. Sarah le déplaça. Le coffre-fort. Elle tapa le code 110498. Le voyant devint vert. À l'intérieur se trouvaient des liasses de billets et un grand livre noir. Elle s'empara du grand livre. Elle l'ouvrit à une page au hasard. Paiement, Aegis Logistics, 4,5 millions de dollars. Expédition, matériel agricole, Helmond. Bingo, murmura-t-elle. Soudain, les lumières de la pièce s'allumèrent. Sarah se retourna, serrant le registre contre sa poitrine. Le docteur Harris se tenait dans l'embrasure de la porte. Il ne souriait plus. Il tenait une seringue dans sa main. Derrière lui se tenait Kincaid, armé d'un taser. « Je vous l'avais dit, mademoiselle Bennett, » dit Harris d'une voix douce et froide. « Je vous avais dit de simplement le garder à l'aise. Vous auriez vraiment dû m'écouter. » Sarah recula contre le bureau, serrant le morceau de verre dans sa poche. « Il sait, » dit Sarah. « Il sait tout. » C'est un invalide avec des lésions cérébrales. Harry ricana. « Et vous? Vous n'êtes qu'une infirmière toxicomane qui s'est fait prendre en train de voler son riche patient et qui a tragiquement fait une overdose. La police trouvera la seringue dans votre bras. C'est vraiment triste. » Kincaid s'avança, le taser crépitant. Sarah réalisa avec un sursaut d'horreur. « Ça y est, c'est ici que je vais mourir. » Mais alors, un bruit rompit la tension, un faible bourdonnement mécanique. Harris et Kincaid se tournèrent vers le couloir. Une silhouette émergea de l'ombre du couloir. Ce n'était pas un fantôme, c'était Elias Maddock. Il n'était pas en fauteuil roulant, il était debout. Il s'appuyait lourdement contre le cadre de la porte, ses jambes tremblaient violemment. La sueur coulait sur son visage, sa blouse d'hôpital était déchirée. Il ressemblait à un démon sorti de l'enfer. Dans sa main, il tenait la lourde potence en fer qu'il avait arrachée du mur. « Éloigne-toi d'elle » grogna Maddock. Harris rit, mais cela semblait nerveux. « Regarde-toi, Elias. Tu peux à peine tenir debout. Tu penses pouvoir nous combattre? » Maddock fit un pas en avant. Sa jambe traînait, mais il ne tomba pas. « Je n'ai pas besoin de vous combattre, » dit Maddock. « J'ai juste besoin de vous tuer. » Le silence qui suivit la menace d'Elias dans le bureau fut brisé par Kincaid. Le garde de sécurité, un homme bâti comme un réfrigérateur avec un cou aussi épais qu'un pylône, éclata d'un rire incrédule. Il ne voyait pas un commandant des Navy SEALs. Il voyait un homme vêtu d'une blouse d'hôpital souillée, appuyé sur un équipement médical. « Tu te fous de moi, » ricana Kincaid, en rangeant le taser et en attrapant la matraque à sa ceinture. « Dr. Harris, allez appeler l'équipe. Je vais le remettre au lit. Il faudra peut-être lui casser l'autre jambe pour qu'il y reste. » Harris recula précipitamment, les yeux écarquillés, se réfugiant dans le couloir pour chercher sa radio. Kincaid bondit. Il se déplaçait avec la rapidité d'un homme habitué à faire du mal à ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Il fit tournoyer sa matraque dans un arc vicieux visant les côtes d'Elias. Mais Elias n'essaya pas d'esquiver. Il n'en avait pas l'agilité. Au lieu de cela, il se laissa tomber. Il s'effondra, tombant à genoux. La matraque siffla inoffensivement au-dessus de sa tête, frappant le cadre de la porte avec un craquement écœurant.
Dans le même mouvement, Elias poussa la base en fer du pied à perfusion vers l'avant. Les roues lourdes et lestées frappèrent le tibia de Consankade. Il y eut un craquement, fort et sec, comme une branche morte qui se brise. Consankade hurla, son équilibre compromis. Elias rugit, un son de pure force primitive, et utilisa la tige pour accrocher la cheville de Consankade, la tirant vers l'arrière. Le garde heurta violemment le sol, le souffle lui manqua. « Sarah, le pistolet !» cria Elias d'une voix rauque. Sarah ne se figea pas. L'adrénaline qui envahissait son corps depuis qu'elle avait forcé le coffre-fort trouva enfin un exutoire. Elle aperçut le Glock 19 glisser dans la ceinture de Kincaid. Elle se jeta dessus. Kincaid, malgré sa jambe cassée, se débattit et agrippa Sarah à la gorge. Il serra, son pouce s'enfonçant dans sa trachée. Des étoiles explosèrent dans son champ de vision. « Petite !» gronda Kincaid. Sarah ne pouvait plus respirer. Elle griffa son visage, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, mais son étreinte était de fer. Puis une ombre tomba sur eux. Elias s'était traîné sur le sol. Il n'avait plus d'armes. Il avait lâché le poteau. Il enroula son avant-bras autour du cou de Kincaid par derrière dans une prise d'étranglement. Ce n'était pas un étranglement net, comme au cinéma. C'était désespéré. Les muscles d'Elias, atrophiés par des mois de sédation, hurlaient de douleur. Ses cicatrices brûlées se tendirent, menaçant de se déchirer, mais il serra de toutes ses forces, avec toute la haine qu'il avait accumulée au cours des 6 derniers mois. Kincaid lâcha Sarah pour repousser le bras d'Elias. Sarah haleta, roula sur le côté et toussa violemment. « Prends le pistolet !» haleta Elias, le visage violet à force d'effort. Sarah se précipita en arrière, attrapa le pistolet qui avait glissé sur le sol et le pointa sur Kincaid. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. « Lâche-le !» cria-t-elle à Kincaid, bien que ce soit Elias qui le retenait. Les efforts de Kincaid s'affaiblirent. Ses yeux se révulsèrent. 10 secondes plus tard, il s'affaissa. Elias ne le lâcha pas immédiatement. Il maintint son étreinte pendant encore 5 secondes, conformément au protocole de sécurité, avant de repousser le corps inconscient. Il s'effondra sur le dos, la poitrine haletante, la sueur imprégnant sa blouse. Du sang suintait à travers les bandages sur son flanc. Elias. Sarah lâcha son arme et rampait vers lui. « Tu as déchiré tes points de suture. Ce n'est pas grave. » Il haleta en lui saisissant le bras. « Harris, il appelle les autres. Nous avons peut-être 3 minutes. Nous devons partir. Ma voiture est devant. » « Non. » Elias secoua la tête, grimaçant en se redressant. Verrouillage. Dès qu'Harris passera cet appel, les portes se fermeront. Les volets s'abaisseront. Nous ne pourrons pas sortir. Comme sur commande, une sirène se mit à hurler dans toute la maison. Un cliquetis mécanique résonna depuis les fenêtres, alors que de lourds volets anti-tempête en acier, dissimulés sous des moulures décoratives, s'abattirent, scellant hermétiquement le manoir. « Nous sommes piégés », murmura Sarah. « Non. » Les yeux d'Elias brillaient d'un froid calcul. « Ils sont piégés ici avec nous. Aide-moi à me lever. » Sarah passa son bras autour de ses épaules. Il était lourd, un poids mort de muscles et d'os, mais elle serra les dents et le souleva. Ensemble, ils sortirent en titubant du bureau. « Où allons-nous » demanda Sarah. « À la cuisine. Il y a des couteaux pour ouvrir, » répondit Elias. « La pièce sécurisée au sous-sol. » « Non, Harry a les codes. Il nous faut un endroit en hauteur, le grenier. » « Le grenier, il n'y a qu'un seul moyen d'y monter. Un escalier étroit, un couloir mortel. S'ils veulent nous avoir, ils devront passer en file indienne. » Tum! Ils avancèrent dans la maison, plongés dans l'obscurité. La sirène s'était tue, remplacée par un silence inquiétant. Le courant avait été coupé. La seule lumière provenait des éclairs qui zébrènent le ciel à l'extérieur, stroboscopiques à travers les fissures des volets. Ils atteignirent le palier du 2e étage lorsqu'ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir en grande en bas. Des bottes lourdes sur le marbre, à gauche, à droite. « Une intrusion professionnelle », murmura Elias. « Ce n'est pas la sécurité privée. C'est l'équipe de nettoyage. » Ils arrivèrent au placard à linge au bout du couloir. Derrière les étagères remplies de serviettes se trouvait une petite porte menant au grenier inachevé. Sarah le poussa à l'intérieur, puis grimpa à sa suite, verrouillant la porte de l'intérieur. Le grenier était poussiéreux et sentait la fibre de verre et le vieux cèdre.
La pluie martelait le toit juste au-dessus de leur tête comme des tirs de mitrailleuse. Elias glissa le long d'une pile de vieux coffres. Il était pâle, la peau moite. L'adrénaline s'estompait et le crash approchait. Vérifie le pistolet, ordonna-t-il. Sarah regarda le Glock. Je ne sais pas comment faire. Appuie sur le bouton du chargeur sur le côté. Elle s'exécuta. Il est plein. Vérifie la chambre. Elias, je suis infirmière, pas soldat. Tu es les deux maintenant. Il lui fit signe de lui donner le pistolet. Ses mains tremblaient trop pour viser efficacement, mais il vérifia l'arme avec une aisance acquise par l'habitude. 15 balles plus une dans la chambre. Ça fait 16 coups. Il y en a au moins 6 en bas. On ne peut pas combattre une escouade de mercenaires, dit Sarah, la voix tremblante. Elle ouvrit sa trousse médicale qu'elle avait heureusement emportée avant de quitter la pièce. Laisse-moi regarder ton flanc. Elle souleva sa chemise d'hôpital. La greffe sur ses côtes s'était détachée, s'était ouverte. Du sang frais s'écoulait. Je dois suturer ça, dit-elle en essayant de garder une voix calme. Je n'ai pas de lidocaïne. Elias la regarda. Fais-le. Ça va faire très mal, Sarah. Il tendit la main et posa sa main rugueuse sur sa joue. C'était un geste étonnamment tendre dans l'obscurité. J'ai été brûlé vif. J'ai été drogué jusqu'à devenir un légume. Une aiguille n'est rien. Cousez-moi pour que je puisse les tuer. Sarah acquiesça, retenant ses larmes. Elle alluma une petite lampe stylo qu'elle tint entre ses dents. Elle enfila l'aiguille. Lorsqu'elle perça sa peau, Elias ne cria pas. Il siffla entre ses dents, sa tête cognant contre le tronc, sa main agrippant sa cuisse si fort que ses jointures blanchirent. « Parlez-moi, dit-il entre ses dents. Distrais-moi. Pourquoi? Pourquoi as-tu vraiment accepté ce travail? Tu es trop intelligente pour cet endroit. » Les mains de Sarah travaillaient rapidement, recousant la chair enflée. « Mon frère, Michael. » Elias expira brusquement. « Qu'est-ce qu'il a? Il était de marine. Il est revenu d'une mission il y a 2 ans avec une blessure au dos. L'administration des anciens combattants était lente. Il est devenu accro aux analgésiques. Quand il n'en a plus eu, il est passé à l'héroïne. » Sarah fit un nœud, la voix brisée. Elle était mélangée à du fentanyl. Il est mort seul dans son appartement. C'est moi qui l'ai trouvé. Elias observa son visage, éclairé par la lampe stylo. La police a retracé le lot, continua Sarah en essuyant le sang sur sa peau. Ils ont dit qu'il provenait d'une nouvelle chaîne d'approvisionnement qui inondait la côte ouest. Une distribution d'une précision militaire de haut niveau. Quand j'ai vu l'offre d'emploi pour le neveu du sénateur Hearst, j'ai su que Hearst faisait partie du comité de défense. Je savais qu'il bloquait la législation visant à enquêter sur les inspections des cargaisons militaires. Je ne savais rien d'Aegis. Je savais juste que quelque chose n'allait pas au sommet et je voulais le découvrir. « Tu étais à la chasse ?» murmura Elias. « Je suppose que oui. » Elle colla les pansements sur la blessure. « C'est fait. » Elias la regarda avec un nouveau respect. Ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était de la reconnaissance. Elle n'était pas une civile prise entre 2 feux. Elle était une victime de la même guerre que lui. « Michael serait fier, dit Elias. « Michael est mort, répondit Sarah en éteignant la lumière. Je veux m'assurer que les hommes qui ont expédié ce poison le rejoignent. Alors prépare-toi, dit Elias en inclinant la tête. Sous leurs pieds, le plancher craquait. Ils arrivent. Le grenier était un labyrinthe de vieux meubles, de bâches et de décorations de Noël. Mais pour Elias, c'était un champ de bataille. Il demanda à Sarah de pousser une lourde armoire en chêne devant la porte du grenier pour créer une barricade. « Ça ne les arrêtera pas, » murmura Elias. « Mais ça les ralentira. Ils devront la franchir. » « Et ensuite, demanda Sarah en serrant le Glock, « ensuite nous créerons le chaos. » Elias désigna une boîte de vieilles décorations de Noël. « Ce sont les anciennes? Des boules en verre? »« Oui. Casse-les. Répandre les éclats sur le sol devant l'entrée. Si elles portent des bottes tactiques, ça ne servira pas à grand-chose, mais le bruit nous indiquera exactement où elles se trouvent. » Sarah brisa les décorations, répandant un champ de mine scintillant de verre sur le parquet. « Maintenant, dit Elias, il nous faut une stratégie de sortie. C'est une impasse. Il y a une lucarne de l'autre côté, dit Sarah. Elle donne sur le toit. Avec cette tempête, c'est une chute vertigineuse. Il y a un treillis, une glycine très résistante. Elle descend jusqu'à la terrasse. Elias regarda sa jambe, puis la fenêtre.
Je ne peux pas descendre un treillis, Sarah. Pas dans cet état. Tu n'auras pas à grimper. On va descendre en rappel. Sarah désigna une bobine de corde de survie épaisse accrochée au mur qui faisait partie d'un ancien kit de camping rangé là. Tu sais comment installer un ancrage. J'étais scout. Elle lui adressa un sourire sinistre et je t'ai vu faire des nœuds dans ton sommeil quand les effets des médicaments se dissipaient. Avant qu'ils aient pu bouger, un bruit assourdissant fit trembler le sol. La porte du grenier vola en éclats. L'armoire fut violemment secouée, mais tint bon. « Charge explosive » cria Elias. « Recule ». Une deuxième explosion fit sauter les gonds de la porte. La lourde armoire bascula en avant et s'écrasa sur le sol du grenier. À travers la fumée, les faisceaux des lampes torches tactiques transperçaient l'obscurité. « Feu de couverture » ordonna une voix. Les balles déchiquetaient les cloisons sèches et le bois autour d'eux. Sarah hurla en se couvrant la tête. Elias l'attrapa et la tira derrière une pile de vieux matelas. « Ne tirez pas encore » cria Elias par-dessus les coupes de feu. « Attendez une cible. » Une silhouette émergea de la fumée, marchant sur le verre brisé. Crunch! Elias n'avait pas d'arme, mais il avait l'effet de surprise. Il attrapa un lourd bidon de diluant pour peinture sur l'étagère à côté de lui, vestige d'une rénovation oubliée depuis longtemps, et le lança dans l'obscurité. Il frappa le mercenaire de tête en pleine poitrine. « Flash out » cria Elias, bien qu'il n'ait pas de grenade flash. Le mercenaire tressaillit. Sarah surgit de derrière le matelas. Elle ne visa pas. Elle pointa simplement le Glock en direction de la lumière et appuya sur la détente. Bang! Bang! Le recul la surprit, mais les tirs partirent dans tous les sens. L'un frappa une poutre en bois, l'autre brisa un miroir, mais cela suffit. Les mercenaires plongèrent pour se mettre à couvert. « Va à la fenêtre » ordonna Elias. Il attrapa une lourde lampe antique et la lança vers les soldats pour les empêcher de relever la tête. Sarah se précipita vers la fenêtre, ouvrit le loquet et la poussa. Le vent et la pluie s'engouffrèrent dans le grenier, les trempant instantanément. Elle attacha la corde autour d'une poutre structurelle. « Toi d'abord » cria Sarah. « Pas question, c'est toi le handicap en ce moment, Elias. Descends pour pouvoir me couvrir. » Il savait qu'elle avait raison. Cela lui faisait plus mal que les brûlures. Il enroula la corde autour de sa taille pour se fabriquer un harnais de descente improvisé. Il se glissa par la fenêtre, la pluie lui fouettant le visage. La descente fut une véritable agonie. Son côté brûlé frottait contre les bardeaux. Sa jambe blessée pendait, inutile, mais ses bras, animés par le désespoir, tenaient bon. Il heurta la terrasse dans un bruit sourd, roulant pour amortir le choc. Il leva les yeux. Sarah part. Sarah était en train de sortir par la fenêtre lorsqu'une main lui attrapa la cheville. Elle hurla et donna un coup de pied en arrière. Elle toucha un visage. Le docteur Harris, le médecin, était venu avec l'équipe. Il avait perdu ses lunettes et son visage était déformé par une grimace. « Tu as tout gâché !» Harris hurla en la tirant à l'intérieur. Sarah perdit prise sur le cadre de la fenêtre. Elle retomba sur le sol du grenier. Le pistolet glissa dans l'obscurité. Harry s'émit à califourchon sur elle, les mains tendues vers sa gorge. Ce n'était pas un soldat, mais un homme possédé par la peur de ce qui arriverait s'il échouait. « Je vais te tuer, je vais régler ça », a hurlé Harris. Sarah ne pouvait plus respirer. Elle s'est débattue, cherchant quelque chose au sol avec sa main. Ses doigts ont effleuré quelque chose de froid et métallique. Le pot de diluant pour peinture qu'Elias avait jeté plus tôt. Le couvercle s'était ouvert. Elle l'attrapa et le balança vers le haut, aspergeant le liquide chimique directement dans les yeux d'Harris. Harris hurla, lâchant sa gorge pour se gratter le visage en feu. Sarah n'attendit pas. Elle se précipita en arrière, le repoussant d'un coup de pied, et se jeta par la fenêtre. Elle attrapa la corde, ignorant la brûlure sur ses paumes, et glissa vers le bas. Elle heurta violemment la terrasse, se tordant la cheville. Elias fut là instantanément, la tirant vers le haut. « Harry » demanda-t-il. « Aveuglé » allaita-t-elle. « Bien, allons-y. » Il se trouvait désormais dans le jardin. La tempête était à son apogée. Le tonnerre couvrait les cris provenant de la fenêtre du grenier au-dessus d'eux. « Où allons-nous maintenant » demanda Sarah en essuyant la pluie de ses yeux. « La serre » Elias désigna une structure en verre près de la limite de la propriété. « Nous devons les prendre à revers et j'ai besoin d'une arme. »
Ils boitillèrent vers la serre. À l'intérieur, le bruit de la pluie sur le toit en verre était assourdissant. Il y avait de l'humidité et une odeur de terre. Elias se dirigea vers la remise à outils. Il attrapa un sécateur et une pelle à long manche. Il cassa le manche de la pelle sur son genou, créant ainsi un lourd gourdin en bois. Primitif, marmonna-t-il en testant le poids, mais efficace. Elias, murmura Sarah en lui saisissant le bras. Regarde. À travers les parois vitrées de la serre, ils virent des phares fendre la pluie. Un SUV noir dévalait l'allée, enfonçant les grilles fermées qui avaient été affaiblies par la tempête ou contournées électroniquement. Le SUV s'arrêta dans un crissement de pneus devant la maison principale. Un homme en sortit. Il portait un trench coat et tenait un parapluie qui semblait dérisoire face à la tempête. « Est-ce que c'est… » Sarah plissa les yeux. « Le sénateur Hearst, » dit Elias, sa voix tombant à zéro. Il ne faisait pas confiance à Harris pour terminer le travail. Hearst criait après les mercenaires qui sortaient en courant de la maison. Il avait l'air furieux. « Tout cela prendra fin ce soir, » dit Elias. « Nous ne pouvons pas nous échapper, Zara. Ils ont sécurisé le périmètre. Si nous nous enfuyons dans les bois, ils nous traqueront avec des lunettes thermiques. Alors, nous nous battons. » « Non. » Elias la regarda. « Nous avons terminé la mission. »« Le brouilleur, il est dans la bibliothèque, n'est-ce pas? »« Oui. » « Les mercenaires sont dehors en train de s'occuper de Hearst. La maison est vide. C'était un plan fou, revenir dans le bâtiment qu'ils venaient de quitter. La bibliothèque se trouvait au rez-de-chaussée. Elias dit, « Si nous désactivons le brouillard, peux-tu utiliser ton téléphone pour diffuser les preuves? Je peux envoyer les photos du registre par email au FBI, à la presse, à tout le monde. En un clic. Alors retournons à l'intérieur. » Ils rentrèrent dans la maison par l'entrée des domestiques, dans la cuisine. Le manoir semblait différent maintenant, vide. Les mercenaires étaient dehors, fouillant le terrain, pensant que leur proie s'était enfuie dans la forêt. Ils se déplaçaient silencieusement dans les couloirs. Elias avançait plus lentement maintenant. L'adrénaline avait disparu, remplacée par une détermination farouche. Il laissait une traînée de gouttes de sang sur le sol en marbre. Ils arrivèrent à la bibliothèque. C'était une grande pièce, haute de 2 étages, remplie de livres. Au centre, sur une table en acajou, se trouvait une boîte noire avec des lumières rouges clignotantes. « Le brouilleur, » dit Sarah. Elle sortit son téléphone. Toujours pas de réseau. Elle courut vers l'appareil. C'était un modèle militaire. « Je ne peux pas simplement l'éteindre. Il est verrouillé. »« Casse-le, » dit Eli, appuyé contre le cadre de la porte, surveillant le couloir. Sarah attrapa un lourd buste de Jules César sur un piédestal et l'abattit sur la boîte noire. Le plastique vola en éclats. Des étincelles jaillirent. Elle vérifia son téléphone. Une barre LTE. « J'ai du réseau » s'écria-t-elle. Elle ouvrit son application de messagerie. Le brouillon était prêt. Des photos du registre, des photos des caisses d'héroïne qu'elle avait prises d'après la description d'Elias, des notes et un témoignage vidéo qu'elle avait enregistré plus tôt dans le grenier avec Elias, à l'attention du Washington Post, du FBI et de CNN. Son doigt planait au-dessus du bouton « Envoyer ». « Ne fais pas ça. » La voix venait de l'ombre du balcon supérieur de la bibliothèque. Sarah se figea. Elias se retourna brusquement, levant son gourdin. Debout sur le balcon, les regardant d'en haut, se tenait un homme en tenue tactique complète. Il ne portait pas de masque. Il avait une cicatrice qui lui barrait le sourcil. Elias baissa légèrement son arme, le choc se lisant sur son visage. « Vince » souffla Elias. « Salut, commandant » dit l'homme. Il tenait un AR-15 muni d'un silencieux qu'il pointait nonchalamment vers la poitrine de Sarah. « Vance, tu es mort » dit Elias d'une voix tremblante. « Je t'ai vu mourir à Kandahar. Le RPG. Je ne suis pas mort, patron » dit Vance en descendant lentement l'escalier en colimaçon. « J'ai juste encaissé. Et JISP est mieux que la marine. Et le plan de retraite est génial. » Sarah réalisa l'horreur de la situation. « C'était toi l'informateur, murmura-t-elle. Tu as organisé l'embuscade. J'ai pris une décision commerciale. » Vance haussa les épaules. Elias posa le bâton. « Tu as l'air pathétique. » Elias fixa son ancien commandant en second. La trahison le frappa plus durement que n'importe quelle balle. C'était son frère d'armes. « Tu as tué Miller. Tu as tué Johnson, » dit Elias doucement. « Des dommages collatéraux. »« Mais toi, tu devais mourir aussi, Elias. Tu es comme un cafard. » Vance arriva en bas de l'escalier. « Le sénateur Hearst est dehors.
Il est prêt à vous proposer un marché. Nous accusons l'infirmière. Nous disons qu'elle est une radicale. Elle vous a drogué. Elle a falsifié le registre. Vous redevenez le héros. Nous vous envoyons dans une belle clinique suisse. Vous menez une vie agréable. Et Sarah? Demanda Elias. Sarah a un tragique accident ce soir. Elias regarda Sarah. Elle tenait le téléphone, son pouce tremblant au-dessus de l'écran. Fais-le, Sarah. Elias dit, appuie sur ce bouton, avertit Vance en serrant le doigt sur la gâchette. Et je te descends avant que la barre de téléchargement n'atteigne 10%. C'était une impasse. Sarah savait comment fonctionnaient les données. Dans cette tempête, avec une seule barre de signal, le téléchargement prendrait au moins 30 secondes. Vance pouvait la tuer 3 fois dans ce laps de temps. « Elias, dit Vance, va-t'en, nous étions coéquipiers. » Elias regarda Vance. Puis il regarda Sarah. Il vit la peur dans ses yeux, mais aussi sa détermination. Elle ne partirait pas. Elias lâcha la matraque. « Bien joué, ricana Vance. Je ne partirai pas, Vance, dit Elias d'une voix étrangement calme. Je lui fais gagner du temps. » Elias se jeta en avant. Il ne courut pas. Il se jeta de tout son poids sur Vance. Pied, pied, pied. Le fusil silencieux cracha 3 fois. Sarah hurla. Elias reçut les balles dans la poitrine, mais son élan le propulsa sur Vance. Ils s'écrasèrent contre la bibliothèque, le fusil glissant sur le sol. « Envoie-le !» hurla Elias, du sang jaillissant de sa bouche. Sarah appuya sur le bouton d'envoi, téléchargeant 10%, 20%. Sur le sol, c'était la bagarre. Vance était en bonne santé, fort et entraîné. Elias était brisé, ensanglanté et mourant. Mais Elias avait quelque chose que Vance n'avait pas. Il n'avait plus rien à perdre. Vance frappa Elias au visage, lui brisant le nez. Elias ne s'y a même pas. Il n'avait d'autre choix que d'avancer. Le bruit des os qui s'entrechoquaient était écœurant. Il enfonça ses pouces dans les yeux de Vance. Téléchargement à 60%. Vance hurla et repoussa Elias. Il chercha son couteau à tâtons. Il sortit une lame de combat dentelée. « Je vais t'éventrer, espèce d'estropié !» cria Vance. Il enfonça le couteau. Elias attrapa le poignet de Vance. Ils se battirent. La lame à quelques centimètres de la gorge d'Elias, téléchargement à 80%. Sarah regarda autour d'elle. Le fusil était trop loin. Elle attrapa le lourd buste de César qu'elle avait utilisé pour briser le brouilleur. Elle courut vers eux. Vance la vit arriver et lui donna un coup de pied dans le ventre. Elle tomba lourdement, laissant tomber le buste. « Non !» cria Elias. Vance reporta son attention sur Elias, enfonçant le couteau à 2 mains. La pointe transperça la peau d'Elias. Une odeur. Un ping résonna dans le téléphone. Le son distraya Vance pendant une fraction de seconde. Elias lâcha le poignet de Vance et utilisa ses dernières forces pour le tirer vers lui. Il enroula ses jambes autour du torse de Vance et se tordit. Il tira la goupille de la grenade attachée au gilet tactique de Vance. Les yeux de Vance s'écarquillèrent. « Tu es fou. Attention à l'explosion, » murmura Elias. Il repoussa Vance d'un coup de pied qui lui déchira tous les muscles de sa jambe blessée. Vance trébucha en arrière, griffant le gilet. « Sarah, couvre-moi. » Elias renversa la lourde table en acajou, entraînant Sarah derrière lui juste au moment où la bibliothèque se désintégrait dans un éclair de lumière blanche. Le monde n'était plus qu'une poussière blanche et un silence assourdissant qui semblait plus fort que l'explosion elle-même. Sarah toussa, la poussière de plâtre recouvrant sa gorge comme de la cendre. Elle poussa la lourde table en acajou qui les avait protégés. Elle grinça et bougea. La lumière du soleil, ou peut-être des projecteurs, traversait la brume là où se trouvait auparavant le mur de la bibliothèque. Elle sortit en rampant des débris. Sa blouse était déchirée. Sa peau était écorchée, mais elle était indemne. Elle se tourna frénétiquement vers l'homme à côté d'elle. Elias, le commandant, gisait au milieu des ruines des livres. Sa poitrine était ensanglantée par les blessures par balles et ses jambes étaient coincées sous une poutre tombée. Mais ses yeux étaient ouverts. L'iris bleu était terne, flou, fixant le plafond. « Ça a marché ?» demanda-t-il d'une voix rauque, humide de sang. Sarah se mit à genoux, son entraînement prenant le dessus malgré ses mains tremblantes. Elle appuya ses doigts sur son cou. Son pouls était rapide. Il était en état de choc hypoalmique. « Ça a marché !» articula Sarah, les larmes traçant des sillons dans la poussière sur son visage. « L'email a été envoyé. Tu as réussi, Elias. »
Il sourit, un faible mouvement des coins de sa bouche. Bien, maintenant je peux dormir. Non, cria Sarah en appuyant sur ses blessures à la poitrine. Tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas abandonner maintenant. Tu as survécu à l'incendie, tu as survécu au poison, tu as survécu à la grenade. Reste avec moi. Dehors, le bruit de la tempête fut remplacé par le vrombissement des pales d'hélicoptères. Le bruit sourd des hélicoptères fit trembler les vitres restantes. Des voix crièrent « FBI! Lâchez vos armes! » Sarah regarda à travers le trou dans le mur. La pelouse grouillait d'agents vêtus de coupe-vent bleus. Des véhicules blindés avaient encerclé les SUV noirs. Elle vit le sénateur Hearst être traîné hors de sa voiture, les mains menottées dans le dos, le visage marqué par la défaite, tandis que les équipes de journalistes, alertées par l'envoi massif d'emails, arrivaient déjà devant les portes. La cavalerie n'était pas seulement arrivée. Le monde entier regardait. Les ambulanciers envahirent la bibliothèque. Nous avons un traumatisme grave ici. Multiples blessures par balle, blessures par explosion. Alors qu'il chargeait Elias sur la civière, sa main s'agita, cherchant quelque chose. Sarah l'attrapa. « Je suis là », murmura-t-elle. « Je suis là », dit-il en lui serrant la main, faiblement, mais bien présent. Puis les médicaments qu'ils lui ont administrés ont fait effet, et ses yeux se sont fermés. 6 mois plus tard, le centre de rééducation de San Diego surplombait l'océan. Il était lumineux, aéré, et sentait l'eau salée et le jasmin, loin de la morosité funèbre du domaine Hawthorne. Sarah Bennett est sortie sur la terrasse. Elle portait une simple robe d'été, les cheveux détachés. Les cicatrices sur ses bras s'étaient estompées pour ne former que des lignes blanches. Elias se tenait près de la balustrade. Il s'appuyait sur une canne, sa jambe gauche était immobilisée, mais il se tenait droit. Le rouge vif de ses greffes de peau brûlée s'était transformé en tissu cicatriciel, qui n'était plus caché par des bandages. Il portait ses cicatrices non pas avec honte, mais comme une armure. Il se retourna lorsqu'il entendit ses pas. Le cache-œil avait disparu, remplacé par une lentille sombre sur son œil blessé, mais l'autre œil était clair, vif et enfin en paix. « Infirmière Bennett », dit-il d'une voix grave et posée. « Sybil Bennett », le corrigea-t-elle avec un sourire en venant se placer à ses côtés. « J'ai enfin remboursé la maison et les prêts. Je pars en vacances. »« Vous le méritez, » dit Elias. Il regarda les vagues. « J'ai vu les nouvelles. Harry a été condamné à 20 ans. Hearst a été condamné à perpétuité pour trahison et complot. Et vous avez retrouvé votre nom, » dit Sarah doucement. « Ils ont rétabli votre grade rétroactivement. » Elias baissa les yeux vers ses mains. Des mains qui avaient détruit et sauvé. Je me fiche du grade. Ce qui m'importe, c'est que ceux qui sont morts, Miller, Johnson, leurs familles, connaissent enfin la vérité. Ils n'ont pas été imprudents. Ils ont été assassinés. Il se tourna vers elle. La brise marine souleva ses cheveux. « Je ne vous ai jamais remercié, » dit-il. « Pour l'eau, pour la vérité, pour l'aiguille à coudre dans le grenier. Tu m'as sauvé la vie, Elias. Tu m'as rendu la mienne. » Il tendit la main d'un geste assuré et écarta une mèche de cheveux de son visage. Le lien qui les unissait était électrique, forgé dans le feu et le sang. Ce n'était pas seulement de la gratitude. C'était le lien profond et tacite entre 2 soldats qui avaient traversé l'enfer et en étaient ressortis main dans la main. « Alors, » dit Elias, une lueur espiègle revenant dans ses yeux, « tu as dit que tu étais en vacances. Ces vacances ont-elles besoin d'un copilote? » « J'ai entendu dire que j'étais doué pour la navigation. » Sarah sourit, posant sa main sur la sienne sur la rambarde. « Je pense que j'aurais bien besoin d'un navigateur, à condition que tu promettes de ne pas jeter de verres en cristal. » Elias rit, un rire riche et sincère qui résonna sur l'océan. « Promis. » Ils restèrent debout ensemble à regarder le soleil plonger sous l'horizon. Ils n'avaient plus peur de l'obscurité. Voilà l'histoire du lieutenant-commandant Elias Maddock et de Sarah Bennett. Elle nous rappelle que parfois, les batailles les plus difficiles ne se livrent pas sur des terres étrangères, mais derrière les portes closes de nos propres institutions. Elle nous enseigne que les étiquettes telles que « brisé » ou « dangereux » ne sont souvent que des masques pour cacher une douleur qui n'a pas été entendue. Au départ, Sarah n'a pas utilisé d'armes pour le sauver. Elle a utilisé son intuition et son refus de détourner le regard. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ».
Cela aidera davantage de personnes à découvrir ces histoires. Et si vous souhaitez entendre d'autres sagas sur la trahison, la rédemption et l'héroïsme, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Qu'auriez-vous fait à la place de Sarah? Auriez-vous fui ou êtes-vous resté pour vous battre? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.